Comment? Crier. Oui. Oh, tout à fait. Et des exemples de maladies? Parkinson, Alzheimer, oui. Est-ce que vous connaissez des personnes célèbres qui ont été frappées par ces maladies? Mohamed Ali, Michael J. Fox. Et il est célèbre pourquoi, Michael J. Fox? Oui, mais qu'est-ce qui l'a rendu célèbre? C'est un acteur, hein, c'était le héros de Retour vers le futur. Et puis, d'autres suggestions? Mohamed Ali, boxeur. Le pape Jean-Paul II, qui a souffert de maladie de Parkinson. Et récemment, on a parlé dans les médias du 5e anniversaire de la mort de Annie Girardot, qui était atteinte de maladie d'Alzheimer. Donc, ce sont des maladies qui sont assez répandues et en tout cas en ce qui concerne Parkinson et Alzheimer, elles sont assez médiatisées. Alors voilà Annie Girardot, voilà Michael J. Fox. 10 points pour celui qui me donne le nom du dernier ici. Oui, très bien, fondateur de la République de Chine. Donc, lui n'avait ni Parkinson ni Alzheimer, il est décédé d'une autre maladie dégénérative dont on reparlera un petit peu plus tard et qui s'appelle la maladie de Charcot. Elle s'appelle la maladie de Charcot en Europe et de Lou Gehrig aux États-Unis. Et puis, il y en a quelques dizaines d'autres qui sont moins médiatisées mais qui existent et qu'il faut pouvoir traiter. Donc, toujours en guise d'introduction, un Parkinson, un patient qui a une maladie de Parkinson, il va présenter quel type de symptômes? Tremblement, d'accord. On va regarder ceci. Voilà, effectivement un tremblement des mains, un tremblement de repos. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dû à une perte de neurones dans certaines régions du cerveau. Et vous remarquez que ce tremblement peut venir dans certaines circonstances. Il peut apparaître sous l'effet du stress. En fait, ici, on demande au patient de compter pour lui faire une tâche supplémentaire. Bien. Autre symptôme caractéristique, une modification de l'écriture. L'écriture qui devient plus petite. Et en fait, c'est un symptôme assez général dans la maladie de Parkinson. Tous les mouvements deviennent plus lents et de plus faible amplitude. Et non, tous les médecins n'ont pas la maladie de Parkinson. Alors, voilà Mohamed Ali. Visage typique d'un patient parkinsonien, un visage de joueur de poker. Impassible. Oui. Et puis, cette attitude un petit peu voûtée, comme ça, le tronc fléchi vers l'avant, les coudes un peu fléchis, les genoux un peu fléchis. Bien, autre exemple de maladie, dont on reparlera tout à l'heure, maladie qu'on appelle la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique, et qui, elle, ne se manifeste pas par un tremblement, pas par une lenteur des gestes, pas par des gestes de petite taille, mais principalement par une fonte musculaire. Vous avez ici la vidéo d'un patient qui a une maladie de Charcot. Vous voyez qu'il y a une fonte musculaire au niveau de l'épaule et c'est les muscles que l'on voit sous la peau se contractent de façon spontanée, que ce soit au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Et donc ces patients développent une fonte musculaire progressive qui va conduire à la paralysie. Et cette fonte musculaire peut toucher les muscles respiratoires, si bien que des patients
développent à un moment donné des difficultés pour respirer. Bien. Quels sont les points communs entre ces différentes maladies? Dans neurodégénérative, il y a neuro et il y a dégénératif. Neuro, ça désigne le système nerveux central, par opposition au système nerveux périphérique. Et le système nerveux central, il comprend deux subdivisions, l'encéphale, ce qu'on appelle communément le cerveau, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans la boîte crânienne, et en dessous du cerveau, la moelle épinière. Donc, on limite le terme maladie neurodégénérative aux maladies du cerveau et de la moelle épinière. La maladie de Charcot était un exemple de maladie de la moelle épinière, bien que le cerveau soit également touché. Dégénératif, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une perte de neurones. Vous avez ici une photographie d'un vrai cerveau, d'un adulte, vu du dessus, et puis que l'on a coupé en tranches verticalement, comme ceci. Et quand vous voyez la surface du cerveau, vous voyez qu'il y a des plis, des sillons, et on retrouve sur la coupe ici ces sillons et ces replis. Donc, ça, c'est l'image d'un cerveau normal. Et en dessous, vous avez l'image d'un cerveau d'une personne qui est décédée de la maladie d'Alzheimer. Donc vous vous rendez compte du sens que l'on donne au mot dégénératif. Hein, les sillons, vous prenez ce sillon-ci, ben, il est beaucoup plus large. Il y a une perte de matière cérébrale que l'on voit très nettement sur la coupe, mais également dans la vue supérieure, où vous voyez que les sillons sont beaucoup plus larges. Alors, les neurones, vous savez, on les trouve essentiellement dans la matière grise. Vous savez que le système nerveux central est divisé en matière grise et matière blanche, et on retrouve les neurones principalement dans la matière grise, et c'est surtout la matière grise qui va dégénérer dans ces maladies dégénératives. Autre point commun, ces maladies ont souvent un début insidieux. C'est-à-dire qu'elles commencent petit à petit, au point que parfois le patient ne la remarque même pas. Dans les tout premiers jours, toutes premières semaines, tout premiers mois, le patient ne s'en rend pas compte. Exemple, voilà un patient qui a la maladie de Parkinson. S'il vient à ma consultation, je poserai un diagnostic de Parkinson. Pourquoi? La marche est normale, mais qu'est-ce que vous remarquez au niveau du bras? Il y a une diminution du ballon du bras. Début insidieux. Et souvent, le patient ne le remarque pas. Et c'est vrai aussi pour d'autres maladies neurodégénératives. Autre point commun à ces maladies, c'est l'aggravation qui se fait sur un mode progressif. Par comparaison à la première vidéo, voilà la façon dont un patient qui a la maladie de Parkinson mais à un stade avancé marche. Voilà, on lui demande de marcher et il a les pieds collés au sol. Il piétine. Pas au début de la maladie, mais après plusieurs années d'évolution. Donc ces maladies ont un début insidieux et une aggravation progressive. Alors, je vous ai montré essentiellement des vidéos de personnes adultes. Et effectivement, la plupart des maladies dégénératives frappent avant tout les adultes. Et l'âge est un facteur de risque bien connu et pour la plupart le facteur de risque principal aux maladies dégénératives. Vous avez ici en pointillé la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer en fonction de l'âge. Vous voyez qu'à 90 ans,
15% des personnes ont la maladie d'Alzheimer. Et ce pourcentage est très faible, aux alentours de 65 ou avant 65 ans. Le problème, c'est que on vit de plus en plus vieux. Vous avez ici l'espérance de vie, depuis 1750 jusqu'à 2000, en France. Des chiffres anciens, mais la courbe continue à augmenter. Vous voyez que l'espérance de vie moyenne à la naissance est de 80 ans. Et la courbe monte sans arrêt, et on pense d'ailleurs que d'ici les 15, 20, 30 prochaines années, le nombre de centenaires va exploser. Vos parents vivront peut-être centenaires. Vous vivrez peut-être centenaire. On considère aujourd'hui, à nouveau ce sont des chiffres français, qu'il y a entre 10 et 15 000 centenaires en France. On est ici dans un chiffre qui correspond à 2010. On pense que d'ici 2060, il y en aura, selon différents scénarios, entre 150 000 et 350 000. Donc, je viens de dire il y a un instant que l'âge était un facteur de risque important pour les maladies dégénératives. Donc, on s'attend à quoi au cours des prochaines années? Que le nombre de personnes atteintes par ces maladies va augmenter. Et augmenter de façon très importante. Donc il est important parallèlement de pouvoir promouvoir la recherche sur ces maladies-là et de mieux comprendre ce qui peut causer ces maladies. Et donc ça, ce sont les chiffres pour la maladie d'Alzheimer, mais les chiffres sont les mêmes en ce qui concerne une autre maladie bien connue que l'on a vue tout à l'heure, la maladie de Parkinson. Donc, pour le moment, on ne connaît pas la cause dans la plupart des cas. On ne connaît pas la cause exacte. On sait qu'une partie de la solution se trouve dans les gènes, mais on pense également qu'une partie de la solution se trouve dans l'environnement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, pourquoi peut-on penser que ces maladies dégénératives puissent être causées par quelque chose qui provient de l'environnement? Alors, il y a des milliers d'études sur le sujet. Et le but aujourd'hui n'est évidemment pas de vous présenter le résultat de ces milliers d'études. Je vais vous présenter deux exemples précis. Le premier concerne une peuplade qui vit sur une île du Pacifique, qui est l'île de Guam, qui se trouve ici, dans l'archipel des Mariannes. Vous voyez, l'Australie est ici, les Philippines, Indonésie, Nouvelle-Guinée. Et on va s'intéresser spécifiquement à ce qui a été découvert sur cette île après la Seconde Guerre mondiale. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette île appartenait au Japon et puis a été reprise par les Américains. Et qu'ont constaté les Américains à leur arrivée sur l'île, après la Seconde Guerre mondiale, c'est que le taux de maladies neurodégénératives y était 100 à 200 fois plus élevé que la moyenne partout ailleurs dans le monde. Un quart de la population de cette peuplade des Chamorros mourait de maladies dégénératives. Lesquelles? Maladie de Charcot, dont je vous ai présenté une vidéo tout à l'heure, Parkinson, démence, et certains combinés, plusieurs maladies. Parkinson, démence,
certains avec maladie de Charcot-Démence, par exemple. Vous avez la carte avec l'archipel des Mariannes du Nord et l'île de Guam, qui est toujours à l'heure actuelle un territoire américain. Alors, pourquoi? Alors, il y a deux possibilités. Est-ce que c'est génétique ou est-ce que ça provient de l'environnement? Qu'est-ce qui peut expliquer ce taux élevé de maladies dégénératives sur cette île? Facteur génétique, ce qui pourrait y faire penser, c'est que les habitants de cette île avaient tendance naturellement à se marier l'un avec l'autre à l'intérieur de la même ethnie. Il y avait un haut degré de consanguinité. Qu'est-ce qui plaide contre un facteur génétique? Eh bien, lorsque des habitants de l'île déménagent et vont par exemple habiter aux États-Unis, sur le continent américain, après 27 ans après leur arrivée, leur risque de développer une maladie dégénérative n'est plus celui de l'île de Guam, mais celui de l'endroit où ils habitent. En plus, contre le facteur génétique, il n'y avait pas de mode de transmission clairement établi. On ne pouvait pas dire de génération en génération, une maladie dégénérative allait se transmettre de père en fils, de mère en fille, de père en fille, etc. Autre observation, les personnes qui venaient habiter, et qui n'étaient pas originaires, mais qui venaient habiter sur l'île de Guam, et qui adoptaient un mode de vie similaire aux habitants, avaient un risque de développer une maladie dégénérative qui s'approchait des habitants de l'île. Donc, tout ceci plaidait en faveur d'un facteur provenant de l'environnement. Il y a eu des observations en même temps similaires dans des régions qui étaient voisines. Donc, on a l'île de Guam qui est ici. Vous avez la Chine, Corée, Japon, Philippines, Nouvelle-Guinée, île de Guam. Des observations similaires sont observées aux Philippines et en Nouvelle-Guinée, ainsi qu'au Japon, dans la péninsule de Kii, dont la capitale est Osaka. Alors, un chercheur américain, à l'époque, faisait remarquer que dans toutes ces régions, on trouvait de façon très abondante un arbre qui est le Cycas micronesica, un faux palmier. Et, à titre d'exemple, sur la péninsule de Kii, il y avait notamment le cas d'une jeune femme qui était une sportive de haut niveau, qui a développé en quelques années une maladie dégénérative et qui fabriquait des colliers de graines de cet arbre, qui parfois les suçait et les mangeait. En Nouvelle-Guinée, les graines de ce faux palmier sont utilisées pour la préparation des aliments et ils sont utilisés également pour la préparation de pansements que l'on place sur des plaies de la peau. Et sur l'île de Guam, on utilise ces graines pour la préparation des farines alimentaires. Donc, se dégageait de ceci une présomption d'un facteur toxique provenant de l'environnement et éventuellement des graines de cet arbre. Autre notion qui se dégage de ceci, c'est qu'il ne s'agirait pas d'une intoxication aiguë, brutale, mais plutôt d'une intoxication lente qui se développerait sur plusieurs années. Je vous passe les détails, mais on s'est rendu compte que ces graines de cycas étaient contaminées par un neurotoxique qui est le BMAA, à des concentrations très élevées. Donc,
ces graines étaient mangées par les indigènes, par les habitants de l'île, mais également par les animaux qui vivaient sur cette île, notamment des chauves-souris, des cervidés, des cochons, que mangeaient également les indigènes. Par la suite, on s'est rendu compte que ce neurotoxique, le BMAA, était produit par un micro-organisme saprophyte qui existait à l'état naturel et sauvage dans la terre. Il s'agit d'une cyanobactérie, et on pense que cette cyanobactérie produit du BMAA qui se retrouve dans les racines de l'arbre, que cette toxine pénètre dans l'arbre, est véhiculée par la sève jusqu'aux feuilles et jusqu'aux graines, graines qui servent d'alimentation aux animaux et aux hommes. Donc vous avez ici la structure du BMAA. On va voir que c'est une petite molécule. Et effectivement, on retrouve du BMAA dans le cerveau des habitants de l'île de Guam qui ont développé une maladie dégénérative, et on ne retrouve pas, ou en tout cas des concentrations très faibles ou non mesurables, du BMAA chez les personnes de l'île de Guam qui n'ont pas développé de maladie dégénérative. Voilà les valeurs de concentration dans le cerveau. Et donc, on pense que cette cyanobactérie produit du BMAA qui se retrouve dans les racines de l'arbre, qui monte dans la sève et qui contamine les graines. Les graines sont mangées par les humains, mais également par les animaux dont se nourrissent les humains. Et notamment à l'île de Guam, ils étaient à l'époque très friands de chauves-souris. Et donc l'intoxication provenait des graines, mais également de la viande qu'ils consommaient, chauves-souris, cochons, etc., qui eux-mêmes se nourrissaient des graines de cycas. Donc ici, on a un phénomène en quelque sorte d'amplification de la toxicité via la chaîne alimentaire. Sur base de toutes ces observations, la recommandation fut ne consommez plus de chauve-souris, ne consommez plus de graines de cycas. Et qu'est-ce qu'on a observé? Vous voyez qu'on a ici le taux de maladies dégénératives à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez que le taux est très élevé. Et puis, après avoir édicté des nouvelles recommandations concernant l'alimentation, on a vu que le taux diminuait de façon drastique. Vous voyez que dans les années 90, entre 95 et 99, le taux a été divisé par 6 ou par 8 par rapport à ce qu'il était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a beaucoup d'arguments en faveur de maladies neurodégénératives provoquées par un toxique alimentaire, mais naturel, dans ce cas particulier des habitants de l'île de Guam. Est-ce que ce modèle d'intoxication peut être exporté ailleurs que l'île de Guam? Premier exemple, concernant les vétérans de l'armée américaine qui ont participé à la guerre du Golfe au début des années 90. On a remarqué que 10 ans après la fin de la guerre, le risque pour ces anciens combattants de développer la maladie est 2 fois plus élevé que la normale. Et on pense que, en tout cas certains ont émis l'hypothèse, que du
BMAA était présent dans les sables du désert, notamment au Qatar, et que ces vétérans auraient pu être intoxiqués par cette substance par inhalation via le système respiratoire. Autre exemple, hors de l'île de Guam, beaucoup plus proche de chez nous, le sud de la France. L'étang de Thau, à proximité de la ville de Sète. Dans les communes qui sont représentées en noir ici, on observe un taux de maladie de Charcot qui est plus de 2 fois la normale. Troublant. Et en menant les recherches et en se basant sur ce qui avait été observé sur l'île de Guam, on a mesuré le BMAA dans cet étang et on a vu que le taux y était élevé et particulièrement en été, sous les conditions de forte chaleur. Et qu'est-ce qui produit le BMAA ici? Une autre cyanobactérie aquatique, celle-ci, qu'on appelle l'algue bleu-vert. Et vous avez ici 2 récipients qui contiennent cette cyanobactérie. Donc, on a ici l'exemple d'un neurotoxique lent qui pourrait provoquer, parce qu'on reste au stade d'hypothèse à l'heure actuelle, qui pourrait provoquer, du fait de son accumulation au fil des années, des dégâts au cerveau, au système nerveux, au point de déclencher des maladies dégénératives, notamment la maladie de Charcot. Tout ceci n'apporte pas la preuve absolue que le BMAA est impliqué. Alors, parallèlement à toutes ces découvertes, il y a eu pas mal d'études scientifiques, notamment on a mesuré le taux de BMAA dans le cerveau de patients qui étaient décédés de la maladie d'Alzheimer, mais qui habitaient non pas sur l'île de Guam, mais aux États-Unis ou au Canada. On a pris quelques échantillons et on a retrouvé du BMAA dans le cerveau de ces patients. Idem chez des patients qui avaient la maladie de Charcot, mais qui ne vivaient pas sur l'île de Guam. Quand on administre par voie alimentaire du BMAA à des singes, le singe est proche de l'homme, vous le savez. C'est pour ça qu'on l'utilise parfois comme animal pour tester l'effet de certains toxiques, l'effet de certains médicaments. Lorsqu'on administre du BMAA par voie orale, donc on dissimule du BMAA dans les aliments du singe, que va-t-on observer après quelques semaines au niveau du cerveau? Une perte de matière grise, une dégénérescence. Et cet effet est dose dépendant. On a testé dans cette étude 2 doses, une dose faible et une dose 10 fois supérieure dans l'alimentation. Et qu'a-t-on observé? Eh bien que les phénomènes dégénératifs dans le cerveau étaient plus importants dans la dose plus élevée que dans la dose faible. Et ça, dans différentes régions du cerveau. Que sait-on du mécanisme d'action éventuel de ce BMAA? Ce BMAA a une structure proche de celle d'un acide aminé. Vous savez, ces acides aminés sont ces molécules qui sont à la base des protéines. Une protéine est constituée d'une chaîne finalement d'acides aminés. Et cette chaîne d'acides aminés, elle est codée par notre génome, par nos gènes. Et donc le BMAA serait incorporé dans certaines protéines en remplacement d'un autre acide aminé naturel, lui, qui est la sérine.
Donc, au lieu d'incorporer de la sérine, les cellules incorporeraient par erreur, en quelque sorte, du BMAA. Et donc, ça aurait pour conséquence éventuelle de modifier la structure de la protéine. Vous avez l'exemple hypothétique d'une protéine normale. Et à côté d'une autre protéine qui a la même structure en acide aminé, sauf que un acide aminé, la sérine, a été remplacé par du BMAA. Cette protéine a une forme différente et donc probablement une fonction différente. En plus, ça représente, ce BMAA incorporé dans les protéines représente un réservoir naturel de BMAA à l'intérieur de l'organisme, en quelque sorte. Voilà où on en est concernant le BMAA. On pense donc qu'il pourrait s'agir d'un toxique provenant de l'environnement, et en particulier des cyanobactéries, que ce soit des cyanobactéries qui se trouvent dans la terre ou dans le milieu aquatique, qui pourraient pénétrer dans l'organisme par voie alimentaire ou par voie respiratoire et être incorporées dans des protéines de l'organisme, notamment des protéines du système nerveux, et par là même y provoquer un dysfonctionnement qui aboutirait in fine à la mort des cellules nerveuses. Je vous ai dit que j'avais 2 exemples à vous présenter. Le deuxième concerne la maladie de Parkinson, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a vu les symptômes cliniques de la maladie de Parkinson. Que se passe-t-il dans le cerveau des patients atteints de maladie de Parkinson? On constate qu'il y a une perte d'une zone pigmentée du cerveau. Vous voyez, si on fait une coupe du cerveau à hauteur des yeux, qu'on ouvre la boîte crânienne, normalement, on doit voir, vous voyez les yeux ici, au centre, on voit une zone pigmentée qui est représentée là. La voici en agrandissement. Et voilà ce qu'on observe chez un patient parkinsonien. Il y a une diminution du volume, de la taille de cette zone pigmentée dans le cerveau. Et donc, ça, c'est la même illustration. Cette zone pigmentée se trouve vraiment au centre du cerveau, là, en hauteur, dans la partie haute du tronc cérébral. Voilà ce qu'on observe dans les conditions normales, avec cette zone pigmentée qu'on appelle la substance noire. Et chez un patient parkinsonien, on voit qu'il y a une dépigmentation. Donc, définition anatomique de la maladie de Parkinson. D'un point de vue biochimique, cette maladie de Parkinson s'accompagne d'une perte d'un neuromédiateur dans le cerveau qui est la dopamine. Et on peut mesurer cette dopamine cérébrale chez l'homme avec un examen qui s'appelle un PET scan, un scanner un peu particulier. Et vous voyez ici en rouge la région du cerveau où la dopamine est normalement présente. Et vous voyez ici ce qu'on va observer chez un patient atteint de maladie de Parkinson. Vous voyez une nette diminution de la captation du traceur qui a été injecté pour faire ces images. Alors, en répétant ce type d'examen deux fois, par exemple à 2 ans d'intervalle, on sait mesurer la rapidité avec laquelle cette dopamine diminue dans le cerveau. Et c'est ce qui a été fait dans cette étude. Vous avez toute une série de patients, chacun des points représente un patient. Le point noir représente le premier scanner, le point blanc le deuxième scanner. Et on voit qu'au cours du temps, après le diagnostic,
cette dopamine diminue progressivement. Ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est ce qui se passe ici. Premier point, au temps zéro, lorsque le patient commence à remarquer l'apparition des premiers symptômes. Il y a déjà une perte de dopamine par rapport à la normale. La normale se trouve ici au-dessus. Et si on fait une extrapolation de cette courbe en arrière, on peut supposer que la maladie, en fait, aurait débuté 5 ans au moins avant l'apparition des premiers symptômes. Donc il y aurait une période silencieuse pendant laquelle le patient ne remarque rien, ou presque rien, pendant laquelle cette maladie est présente et évolue déjà. Je vous rappelle, au début de l'exposé, je vous ai dit que ces maladies neurodégénératives étaient insidieuses. Alors, pourquoi penser qu'il existe un facteur environnemental qui pourrait être responsable du déclenchement de la perte de neurones dans cette zone pigmentée du cerveau chez les patients parkinsoniens? D'abord, les formes familiales sont assez rares. Ça n'explique que moins de 10% des cas. Deuxièmement, j'ai dit qu'il y avait une période de 5 ans pendant laquelle cette maladie de Parkinson était silencieuse. Elle n'est pas si silencieuse que cela. On peut remarquer chez certains patients un problème dans des régions du corps qui sont en contact avec l'environnement. Outre la peau, quelles sont les régions du corps qui sont en contact, d'après vous, avec l'environnement et qui se trouvent plutôt à l'intérieur du corps? Comment ? Oui, mais les zones du corps, donc l'alimentation, c'est quel système? Système digestif. Très bien. Autre système? Oui, le système respiratoire. J'achète. Eh bien, savez-vous que ces patients, un certain nombre en tout cas d'entre eux, présentent des problèmes digestifs et des problèmes respiratoires avant que la maladie ne se déclare, avant que les troubles du mouvement n'apparaissent. Et pour détecter cette perte d'odorat, on peut interroger le patient, mais souvent, ou en tout cas dans un tiers des cas, ils ne s'en rendent pas compte, ou on peut utiliser ce qu'on appelle des sniff tests. Donc, ce sont des batteries qui comportent des différentes odeurs que le patient doit éventuellement reconnaître. Ce qui est intéressant de savoir concernant cette perte d'odorat dans les maladies dégénératives, c'est que ça ne touche pas toutes les maladies dégénératives, mais ça en touche plusieurs. Par exemple, cette perte d'odorat peut survenir également dans la maladie d'Alzheimer, avant que celle-ci ne se déclare. Système digestif. Là, les chercheurs ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour étudier le fonctionnement du système digestif. Ils ont interrogé les gens et leur ont demandé s'ils étaient constipés. Et donc, combien de fois allez-vous à selle par jour? Moins d'une fois, une fois, 2 ou plus de 2 fois. Eh bien, on voit que chez ceux qui répondent moins d'1 fois par jour, ce sont ces histogrammes-là, le risque de développer la maladie de Parkinson est plus élevé. Je n'ai pas dit que toutes les personnes constipées allaient développer la maladie de Parkinson. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce sont quand même des observations intrigantes. Bon. Parallèlement, on a observé, lorsqu'on regarde l'intestin de ces patients
on étudie l'intestin de ces patients ou le système olfactif de ces patients, que l'on pouvait effectivement observer des anomalies de façon très précoce avant même que la maladie ne se déclare. Donc des anomalies, on va en observer dans cette structure qui s'appelle le bulbe olfactif, qui se trouve juste au-dessus du nez et qui est une zone très importante dans le contrôle de l'odorat. Et là, la diapositive a disparu. Dans le tube digestif, les intestins sont également contrôlés en partie par le cerveau. Et il y a un nerf qui descend du cerveau vers les intestins qui s'appelle le nerf vague. Et on peut observer de façon très précoce également chez les patients une atteinte du nerf vague qui relie donc le cerveau aux intestins. Et donc ceci a conduit à une hypothèse. Donc, des anomalies sont retrouvées de façon précoce au niveau du système olfactif et du système digestif. Ça a conduit à une hypothèse selon laquelle un facteur provenant de l'environnement pénétrerait dans l'organisme soit par voie nasale, soit par voie intestinale, voie nasale par ici, voie intestinale ou gastrique par ici, et suivrait des routes anatomiques pour remonter dans le cerveau, notamment vers la zone pigmentée dont j'ai parlé tout à l'heure. Et y provoquait alors une perte de neurones. Reste à identifier ce facteur neurotoxique s'il existe. Et pour ça, j'ai un autre exemple, l'exemple du MPTP. Ça ne vous dit probablement rien, mais des jeunes Américains qui étaient à peine plus âgés que vous ont développé, au début des années 80, un Parkinson en quelques semaines après s'être administré du MPTP. Donc, c'était des toxicomanes qui se fabriquaient leur propre drogue, sont auto-administrés cette drogue pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et rapidement, ils ont développé une sorte de Parkinson. Alors, quand on fait un scanner chez ces jeunes gens, on observe, comme dans la maladie de Parkinson, une diminution en dopamine dans le cerveau. On observe également une diminution de la taille de la zone pigmentée dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce MPTP a une structure chimique proche de celle de plusieurs, en tout cas, pesticides et insecticides. Notamment, un dérivé du MPTP, le MPP+, a une structure chimique proche d'un herbicide qu'on n'utilise plus de nos jours, mais qui a été utilisé longtemps, qui est le paraquat, qui appartient au groupe des herbicides. On sait également, donc, l'administration de paraquat chez les animaux de laboratoire peut provoquer une dégénérescence nerveuse. Idem pour un autre pesticide, un insecticide qui est la roténone, qui est indiqué ici. Et donc, sur base de ça, il y a une flopée d'études scientifiques qui ont été réalisées dans la maladie de Parkinson pour essayer de comprendre cette relation entre exposition à des pesticides et risque de maladie de Parkinson. Vous voyez ici toutes les études scientifiques depuis 1989 jusqu'à 2010. Un risque de 1
correspond à la moyenne. Risque de 2, risque de étant 2 fois plus élevé, 4 fois plus élevé, 8 fois plus élevé. Et vous voyez qu'en moyenne, le fait d'avoir été exposé à des pesticides augmente le risque de maladie de Parkinson d'un facteur 2 environ, un petit peu moins de 2. Alors, il s'agit ici d'études qui ont étudié la relation entre exposition à des pesticides dans le cadre d'activités professionnelles ou non, jardinage ou ouvrier agricole. Il n'y a pas encore d'études à l'heure actuelle qui a permis d'étudier clairement la relation entre la présence de pesticides ou de résidus de pesticides sur des denrées alimentaires et risque de maladie de Parkinson. Lorsqu'on administre un de ces pesticides à un mammifère, en l'occurrence une souris, qu'on cache ce pesticide dans son alimentation tous les jours pendant 3 mois, on observe une diminution de la taille de la zone pigmentée de cette souris dans le cerveau. Ça, c'est la taille de la zone pigmentée chez des souris qui n'ont pas reçu de pesticides, et voilà la taille de la zone pigmentée chez des souris qui ont reçu ce pesticide pendant 3 mois. Vous voyez qu'il y a une grande diminution de moitié. Et on peut réduire cette diminution, ça c'est la 3e colonne, on peut réduire cette atteinte de la zone pigmentée en coupant préalablement le nerf vague dont j'ai parlé tout à l'heure, le nerf vague qui relie l'intestin au cerveau. Donc, le fait d'administrer de la rothénone à des souris pendant 3 mois, après avoir coupé le nerf vague, les protège en quelque sorte d'une perte de neurones au niveau de cette zone pigmentée. Gaëtan, tu peux arriver à la conclusion? J'y arrive, il me reste 3 ou 4 diapositives. Donc, ça conforte l'idée, cette hypothèse par laquelle un facteur toxique environnemental pourrait rejoindre le cerveau en entrant par le tube digestif et en remontant au cerveau via le nerf vague. Donc, on a voulu également tester cette hypothèse chez l'homme, ou en tout cas pas directement, mais de façon rétrospective. On a étudié le risque de développer la maladie de Parkinson chez des personnes à qui on avait coupé le nerf vague pour une raison médicale par rapport à ceux à qui on n'avait pas coupé le nerf vague. Et on voit que le risque de développer la maladie de Parkinson est moindre au fil des années chez ceux à qui on avait coupé le nerf vague pour une raison médicale par rapport à d'autres. Donc, avant-dernière diapositive. En résumé, en ce qui concerne la maladie de Parkinson, et c'était vrai aussi dans l'exemple de l'île de Guam, les formes familiales sont rares. Dans le Parkinson, là, on observe une perte précoce de fonctions, d'organes qui sont en contact direct avec l'environnement, le nez, le tube digestif. On peut développer un équivalent de Parkinson après administration de MPTP, qui est transformé en MPP+, qui a une structure chimique analogue à celle des pesticides. Et donc, on peut provoquer un équivalent de Parkinson après administration de pesticides et d'analogues chez des mammifères. Et on peut diminuer le risque de Parkinson en coupant préalablement le nerf vague.
On n'a pas encore la preuve absolue d'une relation entre Parkinson, pesticides, entrée digestive, mais c'est une hypothèse qui est fort à la mode pour l'instant. Dernière diapositive. On a essentiellement parlé de l'environnement jusqu'à présent, mais on ne peut pas pour autant oublier le rôle des gènes. Toutes les personnes, même si les pesticides étaient responsables de la maladie de Parkinson, toutes les personnes qui ont été exposées à des pesticides ne vont pas nécessairement développer la maladie de Parkinson. Certains sont plus vulnérables que d'autres, certains sont mieux protégés que d'autres, et donc cette variabilité individuelle provient de notre patrimoine génétique, ce qui a conduit à identifier un certain nombre de gènes qui confèrent un risque plus élevé de développer une maladie dégénérative. Ces gènes sont fréquemment retrouvés dans la population, au contraire de gènes qui causent directement la maladie de Parkinson, qui sont assez rares, mais qui, lorsqu'une mutation est présente au sein de ces gènes, provoquent à coup sûr ou dans la majorité des cas une maladie de Parkinson. Donc même si on parle d'environnement, on ne peut pas se démarquer du rôle de notre patrimoine génétique. Certaines personnes vont être plus vulnérables à des facteurs provenant de l'environnement que d'autres personnes en raison de leur patrimoine génétique. Et j'en terminerai ici. Merci.